Effectivement, depuis quelques mois, hommes politiques et éditorialistes de tous bords s'interrogent sur une montée du communautarisme. Certains lient un repli sur soi communautaire avec le risque de terrorisme. Ce spécialiste des questions géopolitiques comprend les inquiétudes de la communauté musulmane, mais pour lui, cette communauté doit elle aussi prendre ses responsabilités. Je pense qu'il y a eu de très grandes difficultés pour les musulmans britanniques après cet été 2005, pas seulement du fait de la lutte antiterroriste, notamment contre les radicaux, mais aussi parce que la communauté a dû réfléchir sur elle-même et sur ses propres enfants. Pendant longtemps, personne n'admettait qu'il y avait un problème avec les jeunes musulmans. Et aujourd'hui, cela a été reconnu et il faut faire quelque chose. Ce matin, derrière ces murs, les avocats des accusés déposaient leurs arguments lors d'une audience préliminaire. Le procès commencera réellement le 7 avril prochain, quand le jury populaire prêtera serment. Alors, on a une première question SMS dans cette émission qui est simple, notamment quand on se préoccupe des procès qui ont eu lieu ces derniers temps. Quelles sont les méthodes des prosélytes islamistes? Ça revient à dire, est-ce qu'on sait comment on recrute aujourd'hui et comment notamment on recrute dans des pays comme les nôtres ou comme l'Espagne ou comme l'Angleterre? Ali Laïdi, est-ce que vous avez envie de commencer par répondre? Le système de recrutement, il est assez classique. On ne recrute pas dans les mosquées. On vérifie, on surveille les mosquées et on regarde qui est le plus virulent au sein des mosquées, notamment lors de prêches un petit peu tendues. Mais c'est seulement à la sortie des mosquées qu'on va voir ces jeunes-là et qu'on va les entraîner dans d'autres lieux où là on va en effet leur montrer souvent des images où partout dans le monde ils ont le sentiment que les musulmans sont maltraités et là va commencer en effet la route vers l'enfer, vers le terrorisme. Mais donc on voit bien qu'au sein même des mosquées il n'y a pas de recrutement. Et c'est exactement le schéma qu'on trouvait à la fin des années 90, qu'on retrouve au début des années 2000 et qu'on a retrouvé dernièrement lors de la filière irakienne du 19e. C'est-à-dire qu'on va sortir les gens des mosquées, c'est en dehors des mosquées qu'on va leur tourner le cerveau. On a l'impression qu'il y a une espèce de spirale qui n'a pas de raison de s'arrêter, parce que comme le disait l'avocat, qui disait les choses très simplement dans ce reportage en citant des sondages qui sont évidemment alarmants pour les musulmans britanniques, des attentats ont bien lieu, qui sont menés par des djihadistes dangereux, par des terroristes, tout simplement, qui appartiennent à la communauté musulmane, même si une partie de la communauté musulmane les rejette. Et voilà, et du coup, on rend compte de ces procès qui eux-mêmes continuent à projeter les images qui sont lourdes, rudes, et qui parlent de violences qui ont bien lieu. Donc, parce que tant qu'on ne fera pas le véritable diagnostic de ce problème des origines du terrorisme, qui ne sont pas religieux, ils ne sont absolument pas religieux. Les origines du terrorisme sont une question politique. La preuve, c'est que les gens qui vont dans le terrorisme ont un discours beaucoup plus politique que religieux. Lorsqu'on leur parle, ils connaissent très peu le Coran. Ils connaissent 2 ou 3 sourates. Mais ce dont ils ont envie de vous parler, c'est de la problématique israélo-palestinienne. C'était de la problématique tchétchène, de la problématique bosniaque. Maintenant, aujourd'hui, de la problématique irakienne, etc. Donc, on a là un discours qui est politique. Vous dites que là, le Coran est un prétexte à la violence. On règle d'autres comptes. Le Coran, c'est un vecteur de la contestation qui est manipulé par les sergents recruteurs du terrorisme. Alain Boer, sur finalement cette question du prosélytisme et du recrutement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire ? Alors, d'abord, je crois qu'il y a plusieurs évolutions dans le droit fil de ce que disait M. Laïdi. D'abord, nous avons eu pendant longtemps du terroriste importé. Et donc la gestion se faisait sur le temps qu'il leur fallait pour revenir de là où ils allaient. Ils étaient des immigrés du terrorisme. Ensuite, on a eu les nouveaux convertis, ce qui a d'ailleurs commencé plutôt chez nous qu'ailleurs avec le groupe de Roubaix. Et là, c'est des conversions pures, il n'y avait aucune racine quelconque. Et puis on a les born again Muslims, c'est-à-dire le terrorisme, le salafisme ou le djihad implanté, des gens qui redécouvrent leurs origines, qui retournent ou qui vont pour la première fois redécouvrir leurs origines et qui se sont réimplantés. Et nous avons eu les 3 vagues.
Les modes opératoires, par contre, sont exactement les mêmes, sauf que le temps désormais de réaction s'est extraordinairement rétréci. Avant, les services auxquels M. Caprioli exerçait ses talents avaient quelques mois pour voir venir les choses. Maintenant, l'accélération est telle que ça se joue en quelques semaines. Et donc, le mode opératoire, lui, est resté grosso modo le même. Le manuel du parfait terroriste est connu. Les Anglais en ont même fait une édition qui ne s'appelait d'ailleurs pas comme ça, le manuel d'Al-Qaïda. C'était pas le titre du document historique, mais qu'ils ont appelé comme ça et qui est diffusé un peu partout. Les Américains ont publié d'ailleurs les 4 phases de la radicalisation en Occident qui montrent bien ce qu'est la nouvelle génération de terroristes. Donc tous les modes opératoires sont connus. Excusez-moi, avant de donner la parole à Louis Caprioli, quand même, ce que vous venez de nous décrire, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est la réduction du temps avant que des actions dangereuses puissent avoir lieu et éventuellement que les services qui luttent contre ces actions dangereuses puissent intervenir. Quand vous dites, en gros, on est passé de 6 mois à 6 semaines, c'est tout simplement lié à la proximité géographique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un phénomène, comme vous l'avez décrit, migratoire, avec des gars qui arrivent de pays à l'autre bout du monde où ils ont été entraînés, dans des camps X ou Y, par exemple en Afghanistan. On est avec des gens d'ici qui, spontanément et avec une certaine autonomie, sont capables de monter des cellules terroristes. Oui, on a le terrorisme de proximité. Pour l'instant, ils n'ont pas frappé, les gens d'ici qui sont considérés comme activistes. Parce que le réseau de 95 en France, c'était un réseau importé d'Algérie à travers Touchent et Ben Saïd. Ils ont recruté certaines personnes ici, genre Safé Bourada, etc. Mais pour l'heure, il n'y a pas eu d'équipe telle qu'on l'a vu en Angleterre. Louis Caprioli, est-ce qu'il y a en effet ce temps qui se raccourcit ? Alors avant de parler du temps qui se raccourcit, concernant les mosquées, les gens ne recrutent plus dans les mosquées pour une raison simple, c'est parce que les mosquées ont toujours été surveillées et qu'elles ont été un vecteur de recrutement. Il ne faut pas se leurrer. En Angleterre, Finsbury Park a été un endroit où on a recruté, et en région parisienne, de nombreuses mosquées ont servi de lieu de recrutement. Mais pardonnez-moi, à l'époque, elles n'étaient pas surveillées, les mosquées ? On a mis longtemps. Bien sûr, elles ont été surveillées, les gens ont été arrêtés, et les gens ont été identifiés. Et donc c'est pour ça que les gens ne recrutent plus dans les mosquées, et le réseau du 19e en est un exemple. Farid Ben Yetoun a observé les gens et les a attirés à lui. Il est devenu leur imam, leur gourou, tout ce que vous voulez, puisque c'est le responsable de ce réseau qui n'assume pas du tout ses responsabilités. Et ce sera l'objet du prochain reportage. Voilà. Bon, donc moi ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'on a... L'accélération, c'est dû aussi à Internet, à la communication qui est faite en instantané. Et tout à l'heure, on évoquait Ben Laden. Ben Laden, il réagit sur des événements immédiatement, ou comme il peut le faire. Donc il y a une accélération de temps. Et puis... C'est vrai, il n'y a pas eu d'attentat, mais il n'y a pas eu d'attentat parce qu'ils n'ont pas voulu en commettre, parce que les services ont empêché les attentats. Moi, quand j'étais en fonction, je sais que nous avons empêché des attentats. En 2000, en 2002, en 2003, des attentats étaient programmés par le réseau Safé Bourada, et pas contre n'importe qui, des gens qui me sont très proches, des gens de la DST. Ils savaient parfaitement que les gens de la DST allaient sur une péniche qui était amarrée près du quai Biraken, et ils voulaient faire sauter le siège de la DST rue Nélaton. Donc ne disons pas que ces gens n'ont pas fait l'attentat parce qu'ils ne voulaient pas, c'est parce qu'ils ont été empêchés. Donc là, il faut être très clair de ce côté-là. Et voilà. Donc en France, nous avons... Non, Adil Haïdi a simplement dit qu'aucun, on va dire, terroriste du cru, si je puis dire, n'a pour l'instant réussi à passer à l'action. Enfin, effectivement, grâce aux services de sécurité, évidemment. Très simple, c'est parce qu'on les a empêchés. Ce que vous nous décrivez là, ça continue, je veux dire, régulièrement, en France, on démantèle, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des opérations dont vous pouvez parler, bien entendu, discrètement, de toute façon, vous savez le faire, qui ont lieu... C'est une judiciarisation du renseignement, donc on peut en parler librement, parce que toutes les affaires ont une concrétisation judiciaire. Donc, si vous voulez, c'est très clair. Il n'y a pas de difficulté dans la chasse aux terroristes. Qu'est-ce qu'il y a de plus récent qui vous semble important de nous dire pour dire alors, voilà, moi, ce qui me semble le plus récent, si vous voulez, c'est deux choses. Ce sont les arrestations de décembre 2007, un groupe de gens qui étaient liés à Al-Qaïda du Maghreb islamique, un réseau complètement dédié aux gens, aux Algériens, aux anciens du groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui depuis l'an dernier sont devenus Al-Qaïda du Maghreb islamique. Et c'est un réseau logistique. Or, depuis 1998, la dernière date de neutralisation d'un réseau du groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui voulait faire des attentats contre, à l'occasion, de la Coupe du monde de football, il n'y avait plus de lien entre les terroristes en France et en Europe
avec la mouvance algérienne. Et là, on voit un changement. Il y a eu des contacts, Safé Bourada avait des contacts, Wassini Chérifi qui a été arrêté dans les filières, des filières irakiennes avait des contacts. Mais un réseau dédié à la logistique en Algérie, il n'y en avait pas. Ça, c'est la première chose. Pardonnez-moi, ce que vous venez de nous décrire, c'est ce qu'on appelle une base arrière. Une base logistique, c'est-à-dire qu'on fournit du matériel que les gens ne peuvent pas trouver sur place ou difficilement dans le Sahel, parce que ça, c'est encore un autre problème. D'accord. Voilà. Le but n'étant pas de l'utiliser en France, c'est de l'exporter. Mais de l'exporter en Algérie ou en tout cas en Afrique du Nord. Mais à partir du moment où vous êtes un réseau logistique, à un moment ou à un autre, on va vous demander de devenir un opérationnel. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément qui est inquiétant, ce sont les arrestations du 19 janvier 2008 à Barcelone. 14 personnes arrêtées, 12 Pakistanais. Ces Pakistanais viennent de la région, la Nord-Ouest Frontière Province, c'est-à-dire la région qui est sous contrôle total des talibans pakistanais, des talibans afghans, de la mouvance d'Al-Qaïda et de toutes les organisations. Et là, pour la première fois, on voit des gens qui sont projetés en Europe, et tout le monde le dit, ils avaient vocation à commettre des attentats sur l'ensemble de l'Europe. Donc nous avons des réseaux en Europe qui sont des réseaux domestiques. Des réseaux domestiques, certains sont liés à la mouvance, j'allais dire, du Pakistan, parce que moi, les attentats de 2005, je dis que ce sont des gens qui ont une commandite de la mouvance de Ben Laden, j'en suis intimement persuadé. Et maintenant, nous avons un troisième type de réseau, c'est les réseaux qui sont exportés de la zone pakistano-afghane vers l'Europe et demain peut-être vers les États-Unis. Donc voilà un peu, si vous voulez, les événements qui me semblent importants. Et puis, troisièmement, Lady l'a dit, ce sont les arrestations qui ont été réalisées en septembre 2007, les arrestations en Allemagne et les arrestations au Danemark. Là, on passait au niveau de gens qui fabriquaient des explosifs et qui allaient faire des attentats suicides avec des voitures piégées. Et donc, en Europe continentale, en dehors de l'Angleterre, on avait à nouveau une menace très élevée contre, en particulier les intérêts américains, mais d'autres intérêts, puisque en début d'année, il y a eu des arrestations en Norvège et en Suède d'individus qui préparaient des attentats. Comme par hasard, certains d'entre eux étaient d'origine somalienne. Donc on a, j'allais dire, sur l'ensemble de l'Europe, un niveau de menace qui me semble élevé. Je vous ai bien compris, là, les menaces que vous évoquiez, c'était entre autres des voitures suicides. Ah oui, pour l'Allemagne, c'était des voitures suicides qui étaient qui visaient des objectifs américains, la grande base de Ramstedt, les sites, les cabarets fréquentés par les Américains, et voilà. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on voit, et j'allais dire auquel on s'est hélas habitué quasiment tous les jours en Irak ou en Algérie à intervalles réguliers, il y avait des projets d'attentats de ce type. Au cœur de l'Europe. Oui, parce que... Je voudrais juste rappeler que Bégal, c'était un peu ça en 2001, lorsqu'il a été arrêté. On avait dit qu'à l'époque, c'était un attentat prévu en voiture sur l'ambassade des États-Unis. C'est Nizar Trabelsi qui a été arrêté en Belgique, qui devait être un Tunisien, qui devait commettre cet attentat. Bien. Mais oui, mais pourquoi les gens sont prêts à aller mourir à Bagdad et ne seraient-ils pas prêts à aller mourir contre les Américains à Ramstedt ou ailleurs ? Il n'y a aucune raison. Donc, si vous voulez, on a cette motivation. Je veux dire, c'est la haine des Américains et la haine des croisés qui domine. On est en train de décrire des choses très précises, là, Alain Bauer. Qu'est-ce qu'il faut, là encore, je dirais, retenir à la fois dans les dangers potentiels qui concernent finalement tous les citoyens vivant aujourd'hui en Europe ou en France et la façon la plus, on va dire, intelligente de lutter contre ces mouvances? Alors d'abord, comme souvent, ce qui apparaît comme nouveau, c'est ce qu'on a oublié, car tous les attentats qui ont été indiqués ont déjà eu une tentative, un précédent ou une reproduction à d'autres périodes, que ce soit contre des cabarets ou des bases américaines. C'était d'autres groupes terroristes, eux, plus nationaux et qui appartenaient à l'espace Fraction Armée Rouge et autres, mais ils ont déjà tout essayé et tout réussi d'ailleurs en la matière, avec des effets moins spectaculaires, mais une reproduction assez régulière. Et deuxièmement, on peut aussi relier ça à des évolutions importantes. Il y a une évolution importante, c'est l'interpellation et l'arrestation d'un réseau dont on ne connaît pas encore exactement la nature et l'ampleur au Maroc. Il y a la reconstitution des maquis en Algérie, qui sont de vrais maquis, ce qui explique la réapparition des groupes logistiques, car ils ne sont pas là uniquement pour des petits groupes d'individus, mais pour des vraies tentatives de reprise du contrôle, car la dimension algérienne permet cette reconstitution d'un espace maquisard, salafiste, et c'est toute l'évolution du GIA qui a été le mode d'emploi de l'évolution du dispositif. Groupe islamique armé, groupe salafiste pour la prédication al-combat, Al-Qaïda
Maghreb, ce sont des évolutions. Et donc c'est le seul moyen d'arriver à comprendre, comme disait M. Lahidi tout à l'heure, c'est de faire le bon diagnostic. Car grosso modo, pendant longtemps, on a voulu se battre contre des gens dont on voulait qu'il ressemble à ce qu'on aimerait qu'il soit, une organisation pyramidale, un chef, des structures de type militaire classique, et on est face à une nébuleuse en évolution permanente. D'ailleurs, la vie ou la mort de Ben Laden n'est plus un élément majeur. Les arrestations montrent effectivement qu'il est toujours vivant, mais serait-il mort que ça n'y changerait pas grand-chose. Et puis, il y a ce qu'on ne voit pas, parce que tout ceci masque une partie importante de elle, mais il y a une toute petite déclaration d'un opérateur qui a agi directement sur notre territoire à l'occasion de l'assassinat de quelqu'un qui est responsable d'un des plus importants attentats contre les Français à Beyrouth, au Liban, contre l'immeuble Drakkar, l'assassinat de M. Munier, et c'est la déclaration du Cheikh Nasrallah. Cheikh Nasrallah a dit une chose essentielle dans un très long discours pour les obsèques de Munier. Il a dit les règles du jeu ont changé, et désormais notre problème n'est plus seulement la confrontation entre le Hezbollah et l'État d'Israël. Ça veut dire quoi? C'est un bon souvenir pour nous parce que les derniers qui ont expérimenté le terrorisme entre guillemets chiite, terrorisme d'État celui-là, et il faut savoir que le chiisme c'est un parti État armé, hein, c'est une structure extrêmement puissante et militarisée, centralisée, où il n'y a que peu de place à la tentative individuelle, à la différence des sunnites où le dispositif est beaucoup plus large et lâche au sens de la souplesse. Eh bien, c'est que c'est une indication pour nous. Nous sommes les derniers à avoir encore des intérêts au Liban et à être présents politiquement et diplomatiquement au Liban. Ça nous a coûté un ambassadeur assassiné, M. Delamare, ça nous a coûté des attentats lourds dans le début des années 80, et je crois que c'est un message qui est directement envoyé chez nous. À la fois parce que nous avons toujours un enjeu libanais, et ensuite parce que il y a en la matière une sorte de concurrence désormais sur le marché du terrorisme, où les chiites veulent assumer leur part de ce qu'ils considèrent être le djihad, mais eux en revenant sur un djihad d'État et pas seulement des opérations ciblées menées par un groupe qui n'appartient à aucun État. Roland Jacquard, avant qu'on vienne au reportage consacré à la fin du procès contre la filière irakienne du 19e arrondissement de Paris, est-ce que les mesures, on va dire, en cours pour lutter contre le terrorisme en ce moment sont réactivées et j'allais dire, voire relancées? Oui, les mesures sont réactivées et relancées. Par exemple, quand on sait qu'aujourd'hui que la plupart des terroristes s'auto-proclament membres d'Al-Qaïda par Internet, on a vu l'arrestation d'un Français qui était à Nancy et qui avait été recruté par Internet et qui s'apprêtait à faire des attentats meurtriers, s'est même promené sur la place Stanislas et non loin d'un régiment d'élite de l'armée française avec des explosifs en bandoulière. Il a été arrêté par la DST. Eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le gouvernement a eu raison de mettre en place un plan contre ce cyberterrorisme. Ce plan va être très efficace puisqu'il va permettre même de faire fermer un certain nombre de sites. La ministre de l'Intérieur, Mme Al-Youmari, doit d'ailleurs se rendre aux États-Unis pour en discuter avec les autorités américaines. Au point de vue européen, il va y avoir des mesures sur le cyberterrorisme qui ont déjà été mises en place dans d'autres domaines tels que la recherche des pédophiles. Il y aura la même chose sur les sites Internet. On pourra même mettre sur des ordinateurs un certain nombre d'éléments qui permettront de remonter jusqu'à certains sites et filières. Et puis, par exemple, dans les aéroports aujourd'hui, il va y avoir la connexion entre les fichiers de certains voyageurs dangereux et les fichiers classiques, donc ce qui permettra de voir les différentes routes qui sont empruntées par ces gens-là. Et puis aujourd'hui, par exemple, l'unité de coordination de lutte antiterroriste pourra, avec des systèmes de GPS et avec des liens avec des opérateurs téléphoniques, retrouver très rapidement les traces d'appels, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors, procès toujours, 2 filières djihadistes encore, mais cette fois-ci à Paris. 7 prévenus viennent d'être jugés devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Ils devaient répondre d'associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il s'agit en fait d'une cellule djihadiste autonome et spontanée qui expédiait de jeunes musulmans combattre en Irak. Reportage Nicolas Robida, Grégory Roudier. Je suis de Paris 19e. Je suis là, c'est moi, Abou Abdellah,
je suis en Irak, on fait le djihad, je suis prêt à me faire exploser, mettre des dynamites et boum, boum, on tue tous les Américains. Le djihad d'un Parisien de 19 ans. L'auteur de cet appel, enregistré en Irak quelques jours avant le début du conflit, est aujourd'hui jugé par le tribunal correctionnel de Paris avec les 6 autres membres de la filière du 19e arrondissement. Certains de ces hommes n'ont jamais quitté le sol français. Mohamed El Ayouni, lui, a perdu un bras et un œil à Falloujah. L'instruction les décrit comme des terroristes, eux, se présentent comme des soldats. Ils ont combattu en Irak, mais vous n'en avez aucun qui ait commis des attentats. Certains se sont fait exploser, mais contre des objectifs militaires, un peu comme des kamikazes japonais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez les kamikazes japonais que ce sont des terroristes? Mais non, c'est un mode de combat, mais ce n'est absolument pas du terrorisme, parce qu'il ne s'agissait pas de s'en prendre aux populations civiles, tout simplement. La figure centrale du procès a 26 ans et une allure d'adolescent. Pour l'accusation, Farid Benyetou est le pivot du réseau, le prédicateur du quartier, devenu recruteur de djihadistes. Le voici filmé en marge d'une manifestation sur le voile. Autour de lui, ses élèves, dont un certain Peter Sherif. Arrêté en Irak par les troupes américaines, ce jeune Parisien aurait été radicalisé très vite par Farid Benyetou. Peter lui avait une confiance sans borne vis-à-vis de ce gourou et il lui répète tout, il lui racontait tout ce qui a fait sa vie. Il lui parlait même de nous. C'est-à-dire que pour Peter, on était devenus, il ne voulait pas le nommer, mais je pense qu'on était devenus des mécréants pour lui. C'est dans cette mosquée de la rue de Tanger que le jeune prédicateur repérait la plupart de ses futurs élèves, avant de s'écarter de ce lieu trop officiel pour prêcher chez lui et aborder selon l'enquête les questions du martyr ou de l'attentat suicide. Un repli caractéristique pour les services antiterroristes français, le moment où un groupe d'amis devient une cellule clandestine. Ils peuvent entrer dans cette phase en l'espace de 2 à 3 semaines sans forcément que l'on puisse constater des signes annonciateurs parce qu'ils ont un fonctionnement clos, un fonctionnement un peu sectaire. Ils sont en dehors des mosquées qu'ils ont bien souvent abandonnées parce qu'elles ne répondaient plus à leurs attentes extrémistes. Ils sont entre eux, ils construisent leur projet avec autour d'un imam généralement autoproclamé et ça peut aller très vite. Et dans cette radicalisation, Internet joue un rôle central. Sur cette vidéo irakienne, un kamikaze explique le fonctionnement de son camion piégé avant d'aller se faire exploser contre une cible militaire. Du matériel de propagande désormais traduit et sous-titré en français. On a vu progressivement, en particulier depuis 2005, apparaître les traductions étrangères, que ce soit le ourdou et plus spécifiquement pour l'Europe, l'anglais. Et très récemment est apparu un organe multimédiatique qui s'appelle le centre Rafidain, les 2 fleuves, le nom de l'Irak, qui, lui, a pour charge de traduire l'ensemble des documents multimédiatiques et écrits des dirigeants d'Al-Qaïda en langue française. Nous vengerons leurs martyrs et que nous égorgerons les Américains et les Juifs, les ayant égorgés comme des moutons. Ben là, on voit bien effectivement dans ces images que ce sont des jeunes gens qui sont visiblement européens et ils peuvent tout à fait se dire je pourrais être l'un d'entre eux et ces jeunes-là me ressemblent et c'est le sens de la communication d'ailleurs de ces images qui véhiculent l'idée que avant d'être européen, anglais, français, italien, etc., on est d'abord musulman. Depuis le début du conflit, les services français ont identifié entre 15 et 20 combattants français sur le terrain irakien. Presque la moitié d'entre eux y ont trouvé la mort. Une question intéressante parce qu'elle est à la fois provocante et qu'elle est au cœur des questions qu'on se pose ce soir. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à s'engager auprès de la résistance irakienne? On l'a bien fait en Espagne en 1936. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre, Alain Boer?
C'est un débat intéressant parce que quand on essaie de déterminer ce qu'est le terrorisme, on découvre assez rapidement qu'on est toujours le terroriste de quelqu'un d'autre. Voilà. Les Allemands expliquaient ça pour la résistance française et ainsi de suite. La définition en tant que telle, c'est effectivement, et c'est d'ailleurs un des éléments qui a été rappelé tout à l'heure, pour les criminologues, en tout cas, c'est cible légitime, cible non légitime, c'est-à-dire cible civile, cible pas civile. Mais c'est évidemment très différent dans un État démocratique que dans un autre, et ainsi de suite. L'ETA, par exemple, quand elle fait sauter une bombe à Barcelone dans un supermarché, change de nature par rapport à son statut autoproclamé de on lutte pour l'indépendance, et le fait de faire sauter la voiture de l'amiral Carrero Blanco sous la période franquiste prend une autre dimension. C'est toujours un attentat, c'est toujours une bombe, mais on essaye toujours de tuer quelqu'un. Donc l'assassinat en général n'est toléré structurellement par personne, et c'est d'autant plus complexe quand on est dans ce type de dispositif. Non, la vérité, c'est qu'il y a un certain nombre de règles qui sont fixées par la loi, qui indiquent ce qui est autorisé à une armée dans un pays démocratique ou à des groupes représentant le service public. Et il y a une différence entre manifester pacifiquement, quitte même à être un peu échauffé devant l'ambassade des États-Unis et de vouloir la faire sauter. Or, le problème, c'est le processus d'imprégnation, l'échelle d'élévation dans la logique terroriste. C'est que justement, c'est un processus de type secte ou gourou, et ce sont les groupes qui s'échauffent, qui peu à peu rejoignent, qui changent de nature, puis vont se battre, puis reviennent. Et lorsqu'ils reviennent, ou lorsqu'ils n'ont même pas besoin d'y aller, il y a un processus qui commence. C'est pour cela qu'ils sont paradoxalement dangereux dès le départ. À partir du procès qui vient d'avoir lieu en France, je rappelle que le jugement a été mis en délibéré. Et dans la continuité de cette question, ce qu'on a envie de vous demander, c'est est-ce que le terroriste en Irak, qui dit être un djihadiste, c'est-à-dire mener un combat, et un combat entre autres religieux, il est un terroriste potentiel en France, car c'est finalement ce que nous disent ces jeunes gens qu'on vient d'entendre, c'est la logique de la défense de l'avocat qui représentait l'un d'entre eux, et on se doit d'entendre ça, d'y réfléchir et de penser à ce que ça induit. Alors les spécialistes du terrorisme, ils en pensent quoi, eux, justement? Ils en pensent qu'à partir du moment où vous allez vous entraîner, à partir du moment où vous allez vous former à fabriquer des bombes, à fabriquer des systèmes de mise à feu, à participer à des combats, vous pouvez revenir et frapper les intérêts français. Pour une raison très simple, c'est que la cause pour laquelle ils se combattent, c'est pas simplement la défense de l'Irak, c'est un concept qui est beaucoup plus large, puisque c'est un concept qui est animé par Oussama Ben Laden, par un homme qui s'appelait Abou Mossab el-Zarqawi, et qui était hostile aux Français. Donc nous avons une organisation, parce qu'il faut reconstituer tout ça dans le cadre général d'une organisation qui souhaite la destruction du monde occidental, c'est très clair. Et ces gens participent indirectement à cette mission. Et s'ils échappent, à la mort en Irak, ils reviennent. Or, il faut se souvenir que un des adjoints d'Abou Mossab el-Zarqawi a formé en Tchétchénie des Français qui voulaient, en 2002, faire des attentats à Paris. À Paris, contre les intérêts français, contre les intérêts américains et contre les intérêts juifs. Donc, si vous voulez, pour le magistrat, pour le policier qui lutte contre les organisations terroristes, il prend la menace dans son ensemble. Ce n'est pas simplement la mission des brigades internationales qui est légitime, c'est les brigades internationales, quand elles sont revenues, elles n'ont pas commis d'attentats contre les pays qui les ont accueillis. Or, c'est l'inverse qui se produit. Ali Laïdi, ce qui est très frappant, c'est qu'on parle de gens... Alors, quel que soit le jugement qu'on porte sur les intentions et le fait que ça se passe là-bas ou ici, on parle de gens quand même extrêmement jeunes. Et quand on entend une mère de famille dire avec dignité, beaucoup de simplicité, voilà comment j'ai vu mon fils changer, passer sous une influence, on est quasiment dans un processus de secte. Et encore, elle a eu de la chance parce qu'elle a pu l'observer, mais très souvent... les proches ne peuvent même pas l'observer, ce qui fait qu'ils arrivent justement à passer entre les filets. Bon, moi, je ne suis pas aussi catégorique, j'en sais rien. Il y a un rajeunissement de ce qu'on comprend dans ces filières ou pas? Jacquard parle de jeunes de 7 ans qui s'engagent à Al-Qaïda. Évidemment, non. Qui s'engagent dans une certaine radicalisation parce qu'on leur brûle le cerveau, oui, mais je veux dire, Oussama Ben Laden ne va pas recruter des gamins de 7 ans pour leur expliquer comment on s'entraîne, comment on pose une bombe. Il faut arrêter à un certain moment. Moi, je ne sais pas si tous ces gens qui vont dans des camps vont après organiser des attentats en France. J'ai connu des gens... C'est pas rien d'aller dans les camps. Oui, j'ai connu des gens qui sont allés dans des camps, qui sont revenus et qui m'ont bien expliqué que tout ça, c'était du bullshit, que Ben Laden se fichait de l'islam, que ce
Ce qui comptait pour lui, c'était de prendre le pouvoir en Arabie Saoudite. Donc il y en a aussi qui reviennent avec un minimum de conscience. Maintenant, je ne suis pas membre des services de renseignement et de sécurité, donc je n'ai pas de connaissances particulières là-dessus. Cela dit, je ne crois pas que le principal objectif d'Oussama Ben Laden, je précise bien, et de Zawahiri, soit la destruction de l'Occident. Si on prend l'ensemble de leurs textes, depuis le choix du terrorisme qui s'opère en 91 lorsqu'ils vont au Soudan, il n'y a pas, de manière comme tendance très lourde, de menace de destruction totale de l'Occident. Si on reprend leurs premières revendications et qu'on revoit dans le dernier message, parce que M. Jacquard ne nous a pas parlé de l'autre pan de ce message, où il parle du fait que son combat est aussi au service de la cause économique du monde arabe. Il s'en prend aux Occidentaux parce qu'il estime que le pétrole, la richesse du pétrole est volée par les Occidentaux. Il cite même un contrat qui est vieux en Arabie Saoudite. Il parle du contrat Yamama, qui est un contrat entre les Saoudiens et les Anglais sur des avions de chasse du Tornado, où il y a eu, semble-t-il, des rétrocommissions, puisque même la justice anglaise a enquêté là-dessus. Donc il est très au courant. Donc il n'y a pas que le principe de détruire pour détruire. Je veux dire, Oussama Ben Laden, même si vous l'avez présenté parfois comme ça, n'est pas un nihiliste. Quand bien même serait-il un nihiliste, comment est-il devenu nihiliste? Toute la question est là. Oussama Ben Laden a dit un jour, mais ça personne ne l'a relevé, il a dit une phrase qui est très forte par rapport à la religion. Il a dit, quand bien même Dieu ne nous aurait pas donné le don de l'islam, il aurait fallu qu'on se batte. Ça veut dire que pour lui, son combat est au-dessus de la religion. Au-dessus. Et lui est salafiste. Un salafiste n'a pas le droit de faire référence à la période avant l'islam. Et pourtant, il dit quand bien même Dieu ne nous aurait pas donné le don de l'islam. Roland Jacquard, vous avez peut-être envie de répondre à Ali Laïdi, d'autant plus que le temps file vite. Oui, d'abord, il ne s'agit pas de dire que Al-Qaïda recrute des enfants de 6 à 7 ans pour aller les mettre sur des combats d'opération tout de suite. Mais il y a eu une cassette vidéo qui a été trouvée, qui a été rendue publique, c'est un secret pour personne, en Irak, où il y avait des enfants de 7 à 11 ans qu'on voyait avec des kalachnikovs et même avec des ceintures d'explosifs et qui expliquaient comment on leur avait montré que plus tard, il fallait qu'ils se sacrifient. Il y a eu, par exemple, également, vous avez des Ouzbeks qui enlèvent dans des zones comme Peshawar ou dans les zones tribales, qui enlèvent des enfants de famille, les enlèvent à 4, 5 ans, 6 ans, ils leur font un bourrage de crâne, on leur dit même, j'ai vu une cassette vidéo, ne pas se pencher la tête en avant le jour où vous ferez le don de votre sacrifice, parce qu'il ne faut pas aller au paradis avec la tête coupée. Donc si vous voulez, ça existe tout ça, ça ne veut pas dire que ça va être une légion enfantine qui va être fait. Bon, quant à Oussama Ben Laden, c'est vrai qu'il y a une composante économique. Pourquoi il a tapé le World Trade Center? Parce que c'était et pourquoi New York? Parce que c'était le symbole de la puissance financière. Ses premiers discours, moi quand j'ai rencontré Oussama Ben Laden, qui à l'époque n'était pas recherché au Soudan lors de la conférence islamo-palestinienne en 1993, j'ai 5 heures d'enregistrement dans lequel il parlait en grande partie justement des problèmes de pétrole, des tournées, de la corruption. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans son discours, dans son dernier discours, eh bien, il a parlé de la corruption, dont M. Laïdi faisait allusion avec une affaire de pots de vin en Arabie Saoudite sur des ventes d'avions. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette composante. Mais il n'en reste pas moins que pour tous ceux qui aujourd'hui s'engagent à travers notamment l'Internet, qui est devenu une véritable bulle explosive, si je puis dire, eh bien, il n'en reste pas moins que beaucoup de jeunes, on rentre pas dans des discussions intellectuelles comme on pourrait le faire entre nous, eh bien, pour eux, Ben Laden, Zawahiri ou d'autres demandent simplement eh bien, d'attaquer en grande partie non seulement les intérêts occidentaux, mais ceux des pays arabes qui soutiennent l'Occident et qui trahissent la cause. Voilà, ça c'est la dure réalité des faits. Le reste, on peut toujours en discuter entre intellectuels. Et maintenant, dernier écho en Europe avec le film qui fait scandale, lui, aux Pays-Bas. Fitna est maintenant accessible sur Internet. L'auteur est un célèbre député d'extrême droite, ouvertement islamophobe. Geert Wilders a tout rassemblé, 11 septembre, décapitation, prêche djihadiste. Inutile de dire qu'après l'assassinat de Theo van Gogh en pleine rue, les polémiques sont de retour aux Pays-Bas. Emmanuel Kreutzer, Denis Enodi. L'affaire a mis toute la classe politique néerlandaise en émoi. Condamnation officielle du film par le Premier ministre.
ambassadeur d'une trentaine de pays musulmans reçus par le ministre des Affaires étrangères. Et pour finir, hier, un débat au Parlement. Une chose est sûre, Geert Wilders aura réussi à faire parler de lui avec ce film de 15 minutes, compilant les images du 11 septembre avec celles d'autres attentats. Meurtres, décapitations, prêche fondamentaliste, le message est clair, le Coran tue. Le député d'extrême droite n'hésite d'ailleurs pas à le comparer à Mein Kampf. Pour Alexandre Pechtold, chef d'un parti de centre-droit, le film a au moins le mérite d'ouvrir le débat, même si celui-ci aurait mérité de s'appuyer sur autre chose qu'un amalgame outrancier entre musulmans et extrémistes. Ce film est fait pour faire peur, mais il ne propose aucune solution au problème qu'il prétend dénoncer. Alors débattre en quelques heures d'un sujet aussi vaste que l'islam n'est pas quelque chose de productif. Cela étant, il peut servir de tremplin pour parler clairement de l'immigration et de la place qu'occupent les musulmans dans la société ou sur le marché du travail. Car le film révèle au moins une chose, la peur croissante d'une partie de l'opinion publique néerlandaise face à l'augmentation du nombre de musulmans. 1 million aujourd'hui sur une population de 16 millions de personnes. Un chiffre qu'il convient de relativiser, selon ce député de gauche. Beaucoup de gens se disent musulmans parce qu'ils sont issus d'une famille de tradition musulmane. Mais moi, j'en connais beaucoup qui ne vont pas à la mosquée, qui ne font pas le ramadan, qui boivent de l'alcool. En fait, il y a une aussi grande diversité chez les musulmans que chez les catholiques. Du coup, lancer tel quel le chiffre de 1 million, ça n'a pas beaucoup de sens. Bien sûr, M. Wilders n'a pas fini de s'en servir en disant qu'il y a plus de crimes chez les immigrés. Mais nous avons énormément d'exemples positifs. Des membres de notre gouvernement sont musulmans et beaucoup ont du succès dans d'autres domaines. La communauté musulmane, en tout cas, n'a pas réagi au film. Ses leaders ont multiplié ces derniers jours les appels au calme, entendus semble-t-il. Ahmed Marcouch est le représentant de l'État à Slotervaart, un quartier d'Amsterdam peuplé en majorité d'immigrés. Il ne redoute pas de débordement, mais s'inquiète en revanche de l'impact du film dans l'opinion publique. La peur de l'islam est une réalité en Hollande comme ailleurs. Et notre crainte, c'est que ce film apporte beaucoup d'eau au moulin de cette peur et ne complique réellement les rapports entre communautés. Et vous pensez que le film de M. Wilders pourrait accroître ce phénomène ? Cela y participera, bien sûr, notamment dans le contexte international actuel. Beaucoup de gens ignorent ce qu'est réellement l'islam et ce que sont les extrémistes. Des extrémistes qui ne seraient en réalité que quelques centaines aux Pays-Bas. Mais pour ce responsable d'une association marocaine, le débat sur l'intégration des musulmans ne fait sans doute que commencer dans le pays le plus libéral d'Europe. Il faut être réaliste et admettre que plus le nombre de musulmans va augmenter, plus il y aura de M. Wilders. Je crois que les musulmans doivent être responsables et essayer de comprendre d'où vient cette peur de l'islam. Et je pense que nous allons devoir nous investir beaucoup plus dans les débats pour aider les gens à comprendre que les musulmans ne sont pas tous des extrémistes. Des réactions aux Pays-Bas qui restent en tout cas feutrées, alors que dans le monde musulman, les manifestations et les appels au boycott des produits néerlandais se sont multipliés ces derniers jours. On a une nouvelle question. Était-il vraiment nécessaire de faire de la publicité à ce film néerlandais au moment où Ben Laden réitère ses menaces? Alors c'est exactement le thème de l'émission, un terroriste, c'est-à-dire qui accuse qui de quoi à quel moment et dans quelle spirale on rentre. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Louis Caprioli? Ce film est sur Internet. Il est accessible à tout le monde. Donc il faut le montrer et montrer que c'est un mauvais film. Parce que la réalité est là.
C'est un film qui reprend des images, qui reprend des sourates, mais effectivement, comme le dit l'un des intervenants, qui ne propose aucune solution. Donc c'est une diabolisation qui est facile et qui peut, j'allais dire, perturber à la fois la communauté musulmane, mais aussi les non-musulmans. Et donc on a effectivement un choc de civilisation qui est en germe dans ce type de film qui est vraiment lamentable, hein, qui n'a même pas la valeur de certains films qui sont maintenant diffusés par Al-Qaïda. Geert Wilders, il fait de la politique, tout simplement. C'est-à-dire qu'il est à l'extrême droite de l'échelle politique néerlandaise et il a un thème sur lequel il intervient en permanence et c'est ce qu'il fait. Enfin, c'est son activité, j'allais dire, de responsable politique. Oui, enfin, c'est sa façon de faire parler de lui. On voulait présenter l'Église catholique uniquement pour un reportage sur Saint-Nicolas du Chardonnay à sa plus grande époque, parce que c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que le sujet ne vise même pas à expliquer ce qu'est le terreau du terrorisme, parce que c'est quand même le vrai sujet, il est celui-là, et on l'a abordé très rapidement tout à l'heure avec Ali Laïdi, mais le vrai sujet, il est que pour qu'il y ait du terrorisme, il faut qu'il y ait une foi, un objectif et quelque chose qui lui permette de s'étendre. Autrement, c'est des tout petites actions directes, c'est jamais beaucoup développé. La fraction armée rouge non plus, l'armée rouge japonaise non plus, c'était un petit noyau de quelques dizaines, même pas, peut-être 2 douzaines de membres qui a vécu jusqu'à ce qu'il se fasse attraper et qui ne s'est pas redéveloppé. Même si le sujet des nouvelles radicalités aujourd'hui en Europe est un sujet à venir, parce que faut pas seulement voir ce qu'on voit et qui est très actuel, mais il y a le recommencement de quelque chose sur un retour à notre... À quoi pensez-vous ? Nous avons aujourd'hui un début d'extrémisme radical violent qui tente de se structurer en Europe occidentale et qui n'a absolument rien à voir avec les problématiques dont nous parlons aujourd'hui. C'est un sujet à venir. Hein, c'est comme si je vous avais dit, vous savez, les noyaux armés pour l'autonomie populaire, ça risque de devenir action directe. Et il y a un sujet, il faut le regarder. Oui. Ça n'existe pas qu'en Allemagne et au Japon. Il y a un problème où le Front de libération des animaux ou le Front de libération de la terre, c'est pas seulement des trucs qu'on regarde de loin. On en a aussi à la maison et un jour ils vont se révéler. Oui. Il se trouve que le processus est un processus qu'il faut regarder. C'est en marche. C'est une réalité physique. Donc les anciens camarades de jeu de M. Caprioli sont très sensibles à cette situation et je crois qu'il faut se rendre compte qu'il y a un processus en cours. Donc les extrémistes se servent de l'extrémisme d'en face parce que ça justifie leur propre existence, ça permet un léger développement et une communication utile. Et effectivement, le débat qui existe, c'est que nous regardons l'islam comme si tous les musulmans étaient non seulement croyants, mais en plus pratiquants. Il se trouve que la réalité de l'islam en France, il paraît qu'il y a 4 millions de musulmans, mais il y a 400 000 pratiquants, qui grosso modo sont dans la même situation pour Ramadan que les juifs pour le Grand Pardon ou les catholiques pour Noël, dont une partie importante mange du saucisson et boit du Beaujolais. La réalité est que nous imaginons l'aile émergée la plus radicale comme étant représentative du reste. C'est Saint-Nicolas du Chardonnay. Saint-Nicolas du Chardonnay n'a jamais représenté l'Église catholique, fort heureusement d'ailleurs, et ce qui en est resté est résiduel. Nous sommes en train de regarder... C'est vrai que les gens de Saint-Nicolas du Chardonnay ont finalement fait peu d'attentats dans Paris. Je vous fais remarquer, parce que vu l'exemple... Non, vous avez tort. Parce la mouvance a créé 2 ou 3 attentats, notamment contre un cinéma qui... non, mais le film. Vous voyez, je veux dire par là qu'on est dans le processus qui est l'agrégation d'une colère qui les amène à entrer dans un parcours, qui les amène à s'échauffer mutuellement, amène en général à des attentats, mais dans des groupes restreints. Le problème du radicalisme islamique, c'est sa capacité à s'étendre, et notamment dans des populations certes jeunes, mais de la classe moyenne et plutôt éduquées. C'est pas le terrorisme des pauvres incultes auquel nous sommes en face, qui en plus est en voie de féminisation. Relative, mais réelle. En Europe aussi ? En Europe aussi. Et il y a un sujet en tant que tel. Et tout est écrit, parce que paradoxalement, il suffit de traduire une partie importante des textes attribués à ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda pour se rendre compte qu'il y a très peu de découvertes, il y a de longs développements qui leur permettent, dans un arabe très riche, d'expliquer pourquoi on peut faire ci, on peut faire ça et comment on peut le faire. Et chaque fois qu'on fait l'effort de les lire, on se rend compte que, grosso modo, il n'y a pas grand-chose à découvrir. Tout a été écrit
de ce que nous feignons de découvrir maintenant. Est-ce que c'est important d'avoir présent à l'esprit qu'en effet aujourd'hui, il y a des gens qui vivent, comme vous le rappelez toujours, il faut continuer à le faire, extrêmement peu nombreux, mais avec bac plus 4 ou 5, et notamment des femmes aussi qui vont devenir aujourd'hui potentiellement des agents, là on n'est pas dans la radicalité, c'est du terrorisme islamiste en Europe. Ali Laïdi. Non, mais la grande question des services de renseignement depuis le 11 septembre, c'est de savoir s'il y a une autre équipe de la qualité, entre guillemets, de celle du 11 septembre, c'est-à-dire des gens complètement intégrés, CSP+, plutôt très bien formés, ingénieurs, architectes, etc. C'est vrai que pour l'instant, la moyenne de l'ensemble des arrestations montre plutôt qu'on a affaire à des petits délinquants, généralement à des droits communs, donc des gens qui étaient déjà fichés par les services, etc. Donc pour l'heure, il n'y a pas eu dans le monde d'opérations de type 11 septembre, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu d'arrestation des gens de ce niveau-là intellectuel. Mais moi, je voudrais revenir sur la problématique du terrorisme, parce que c'est le titre. Et c'est vrai que on a oublié que la définition du terrorisme, qui n'est accepté par personne, parce qu'au niveau de l'ONU, il n'y a pas de définition officielle acceptée par l'ensemble des États. Mais si on prend notre définition du Robert ou du Larousse, c'est l'utilisation de moyens violents à des fins politiques. C'est écrit dans tous les dictionnaires. L'utilisation de moyens violents, ça on en parle tous depuis le 11 septembre. Et on voit bien, à travers Madrid, à travers Londres, que ça s'exprime. Ça c'est le comment. Et après c'est le pourquoi. C'est-à-dire à des fins politiques. Alors, travaillons sur le pourquoi. Quelles sont les fins politiques de ces terroristes? Et quel est le lien politique entre ces terroristes et le recrutement et leur terreau? Et quand on fait un rapide tour d'horizon, on voit bien qu'il y a deux grandes dates d'Al-Qaïda, qui sont 1989, la naissance d'Al-Qaïda. 1989, c'est pas une date au hasard. C'est la défaite de l'armée rouge en Afghanistan. C'est la chute du mur de Berlin. Donc il y a une corrélation entre la création d'Al-Qaïda et cette grande date de la géopolitique. Deuxième date, 1991. De 89 à 91, Ben Laden et Zawahiri sont toujours considérés comme des freedom fighters. Ils font le tour du monde. Zawahiri va même rencontrer le Cher qui est en prison pour la première attentat en 93 contre le World Trade Center. Pourquoi en 91 ils choisissent le terrorisme? Tiens, 91, c'est l'invasion par les troupes de Saddam du Koweït. Voilà encore une date qui est une date politique qui montre que l'histoire d'Al-Qaïda est liée à la géopolitique de notre monde tel qu'il évolue depuis une vingtaine d'années. Donc revenons à ces sources. Évidemment qu'il ne faut pas mettre de côté la religion, parce que la religion est le vecteur, le principal et le meilleur vecteur de recrutement de ces jeunes-là. Mais revenons aux sources du terrorisme, qui est politique, et peut-être qu'on arrivera à mieux comprendre les agissements. Louis Caprioli, est-ce qu'il est plus difficile de lutter contre le terrorisme aujourd'hui qu'hier? Ou est-ce que tout simplement la police et les services qui en ont la charge, ils vont s'adapter, comme ils finissent toujours par s'adapter, le problème étant le délai entre le moment où on anticipe et celui où on comprend ce qui se passe? Non, la police, pour éviter des attentats, si vous voulez, elle anticipe. C'est-à-dire que... Excusez-moi, je vous ai employé des mots simples, et s'ils sont caricaturaux, vous me le dites. Mais entre une filière qui s'installe avec des objectifs très précis, et des gens dont tout le monde, on va dire, on sait que ce sont des terroristes, et 4 gamins qui commencent par faire des conneries, et dont on comprend que sous des influences vagues d'imams, eux aussi un peu imprécis, ils sont capables de commencer à combiner avec des bombinettes de gaz. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à l'arrivée, le drame peut être le même. Donc, est-ce que ces deux formes, elles demandent des moyens et un savoir-faire différent? Alors, elles demandent des moyens, et les moyens, la France va se les doter, va s'en doter, puisqu'il y a la réforme, la direction centrale du renseignement intérieur, avec j'allais dire, un regroupement de 2 services qui jusqu'alors cohabitaient ou alors, j'allais dire, étaient en concurrence. Soyons clairs. Hein, c'est plus juste. Donc, cette concurrence n'a pas nui d'ailleurs à l'efficacité du terrorisme, mais elle aurait pu être meilleure. Donc, on va avoir un dispositif qui va être adapté pour une raison très simple, c'est qu'on a une couverture du territoire. Ceci étant, lutter contre le terrorisme en France, ça n'a aucun sens. On s'inscrit dans une démarche européenne, dans une démarche internationale, parce qu'en plus, en face de nous, à 1000 km de nous, il y a des terroristes qui sont prêts à venir. Donc, si vous voulez, lutter contre le terrorisme, c'est avoir une réflexion, c'est ce qu'ont eu les services depuis très longtemps, aussi bien pour neutraliser 4 petits abrutis qui décident de faire des attentats, que des gens qui ont suivi un cursus en Afghanistan et qui vont monter une cellule bien structurée. Il y a une réflexion qui est engagée pour, justement, démanteler toutes les types de structures. Et pour ça, il faut avoir un bon service intérieur et des relations internationales de qualité. On va passer aux questions SMS et Internet.
La première question sera pour vous, Roland Jacquard, à Washington. Faut-il craindre des attentats en Chine pendant les JO? Et si oui, à l'instigation de qui? Bon, alors, je ne pense pas qu'en tout cas, ce qu'on appelle Al-Qaïda cherche à faire des attentats contre la Chine. Les Chinois ont tendance à exagérer la menace de leurs musulmans, certains islamistes, les Ouïghours. Mais on ne peut pas exclure qu'une organisation comme Al-Qaïda, profitant de la super médiatisation des Jeux Olympiques, cherche à faire des soft targets, c'est-à-dire des cibles précises, peut-être sur des délégations étrangères qui sont présentes. Donc là, ça peut être une option, d'autant plus que il y a, je vous disais tout à l'heure que dans les victoires qui ont eu lieu contre les chefs d'Al-Qaïda, il y en avait eu plusieurs, et là il y a un des traducteurs d'Oussama Ben Laden qui a été arrêté il y a 15 jours dans les zones afghano-pakistanaises. Et ce qui est assez curieux, c'est que ce traducteur, il était capable de traduire de l'arabe en anglais, en français, mais aussi il maîtrisait le japonais et le chinois. Mais tout ça ne veut rien dire. Il est certain que Ben Laden a besoin de pouvoir s'exprimer ou d'envoyer des messages de propagande en plusieurs langues. Mais en tout cas, sur les Jeux Olympiques, il y a toujours une menace parce que c'est une surmédiatisation. Alors, on peut avoir affaire à des déséquilibrés et on peut avoir aussi affaire à des gens qui veulent s'attaquer à un pays à travers une de leurs délégations. Pour l'instant, la seule menace, c'est Robert Menard et Reporters sans frontières. Alors, ces djihadistes sont-ils considérés comme des guerriers ou des fanatiques? On en revient aux questions qu'on se posait tout à l'heure. Et les peines encourues ne sont-elles pas trop légères? Quand vous voyez fonctionner la justice en France sur des affaires comme celle du 19e arrondissement, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir un avis là-dessus. Alors, voilà, il y a un code pénal, mais voilà. La législation a changé, et en particulier pour les responsables, la peine est passée à 20 ans, puisque actuellement, on est dans ce qu'on appelle un délit, c'est-à-dire une peine maximale de 10 ans, et on va aller jusqu'à 20 ans pour les responsables des réseaux. Mais c'est vrai que le problème de ces personnes qui vont être incarcérées, c'est qu'on va en faire des terroristes, c'est sûr. À peu près, une grande partie d'entre eux va en fonction de l'actualité. J'espère que quand ils vont sortir, si certains sortent dans 7-8 ans, bon. Mais on risque d'en faire des terroristes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas actuellement, dans les établissements pénitentiaires, une politique pour prendre en charge ce monde, j'allais dire, de l'islam, c'est vrai. Je crois qu'il manque des imams. Je crois que les gens qui rentrent auréolés de ce prestige d'être des terroristes vont diffuser auprès d'ailleurs de délinquants de droit commun un discours qui va les séduire. Ceci étant, les délinquants de droit commun, à 98%, ils ressortent comme délinquants de droit commun parce qu'ils n'ont pas tellement envie de se faire sauter. Ce qu'ils veulent avoir, c'est une belle Rolex, pouvoir piquer une Ferrari et avoir quelques filles autour d'eux. Donc, il faut quand même raison garder. L'islam radical est-il en augmentation en Europe? Les renseignements généraux peuvent-ils surveiller tous les groupes? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui souhaitez qu'on concentre les moyens? La dernière fois qu'on a fait un recensement, il y avait 800 talibans ou ex-talibans en France, c'est-à-dire des gens qui avaient fréquenté en Tchétchénie, au Pakistan, en Afghanistan, en Irak ou ailleurs, ou au Kosovo ou en Albanie, un centre d'entraînement. Sur cela, 10% à peu près étaient considérés comme inquiétants. Donc ça vous donne une idée. On a à peu près 1 millier de personnes qui ont été poursuivies pour réseau, complicité, association de malfaiteurs en vue d'eux ou pour actes de terrorisme dans les prisons, qui y sont passés ou qui y sont encore. Et ça vous donne une idée de l'ampleur du sujet pour une direction de la sécurité du territoire qui avait 2500 agents et le morceau des renseignements généraux qui s'en occupait, qui avait à peu près, je sais pas, le 10e de cela. Donc il y a effectivement un sujet, et c'est pour ça qu'au lieu, c'est le problème de la pêche à la ligne dans la lutte antiterroriste. Vous avez deux options. Vous prenez une canne à pêche, vous sortez de ce studio, vous achetez la plus belle canne à pêche qu'on ait jamais trouvée, la plus chère donc, avec les meilleurs hameçons, les meilleurs asticots, et vous sortez rue François 1er et vous essayez de prendre du poisson.
Il y a peu de chances que ça arrive. Vous prenez c'est intéressant de prendre des images comme ça sur un sujet aussi grave. Un bout de bâton avec une ficelle et un asticot de 3e catégorie, et vous demandez où est le lieu le plus poissonneux de la rivière, et vous allez en attraper beaucoup. Le sujet, c'est donc pas l'immensité des moyens nécessaires. Il y a des moyens législatifs, il y a des moyens d'interception qui étaient un vrai sujet, mais la chance de la France, ça a été la qualité de son renseignement humain et la qualité de ses opérations judiciaires, car justement, la DST n'est pas seulement une organisation de renseignement, mais elle était une organisation, une agence de police judiciaire qui faisait des procédures et pas seulement des notes d'information. Ça va pas, là, vous répondez à ma prochaine question. Pardon. Là, je la pose comme ça va montrer à quel point nous sommes en harmonie. La France a-t-elle de bons services de renseignement? La réponse est oui. Excellent. Bon. Alors du coup, je veux bien la prochaine question. Voilà. Renforcer le contingent français en Afghanistan ne va-t-il pas augmenter le risque terroriste sur notre territoire? Qui a envie de répondre à la question? Et ça me permet de vous préciser que nous consacrerons une émission à ce thème très précis, celui de l'augmentation des troupes en Afghanistan, vendredi soir dans C'est dans l'air. Louis Caprioli, vous avez envie de répondre? Je vais répondre puisque vous m'obligez. C'est demandé gentiment. Devons-nous aller en Afghanistan? Alors j'allais dire oui, en 2001, non attendez, je reviens, en 2001, il était indispensable d'aller en Afghanistan. Il fallait détruire le dispositif des talibans et d'Al-Qaïda en Afghanistan, c'est indispensable. 6 ans après, on s'aperçoit que c'est l'échec. Le problème, effectivement, devant cet échec, que faut-il faire? Alors, il y a 2 thèses, c'est-à-dire il faut redéfinir, moi je veux bien qu'on redéfinisse, mais pour autant, les talibans, les gens d'Al-Qaïda vont continuer. Et donc, envoyer des troupes en Afghanistan, c'est un des éléments de la réponse. Parce qu'on sait bien, l'erreur fondamentale des Américains, c'est d'avoir focalisé sur l'Iran. L'Irak, je veux dire. Il fallait que les 180 000 hommes aillent combattre en Afghanistan. On n'a pas mis les moyens. Et actuellement, on n'a pas les moyens. En plus, en dehors des moyens militaires, il faut des moyens civils. Il faut un projet civil. Le gros problème de l'Afghanistan, je crois que tout le monde le sait, c'est la corruption endémique. C'est, j'allais dire, le fait que les gens ne voient aucun avantage de la présence, et sinon que des désavantages, parce que le nombre de bavures qui sont commises par les tribus. Donc, répondre à votre question, je veux dire, on est contraint d'aller en Afghanistan. Parce que si on n'y va pas, on va perdre. Et si on perd l'Afghanistan, c'est un choc terrible pour, j'allais dire, toutes les organisations de lutte antiterroriste. Question comique. Dans l'affaire des caricatures, les musulmans manquent-ils d'humour? Je crois que le vrai débat sur les caricatures, c'est qu'entre la liberté de publier, de diffuser, et qui doit être garantie à tout prix, parce que c'est ça qui fait la différence entre un État libre et une dictature, et l'agression permanente contre les croyances des autres, il y a des limites sur lesquelles ceux qui défendent la liberté d'expression considèrent qu'après tout, on en a vu et des bien pires sur la religion catholique et sur d'autres, et qu'il n'y a pas de raison que les musulmans soient mieux traités, et le fait qu'on ne comprenne pas à quel point ce sujet, pour une religion à la fois plus jeune et moins inséré historiquement dans notre univers que les autres, est à ce point insupportable. Et je pense qu'un effort d'intelligence des deux côtés n'est pas interdit. La peur de l'islam en Europe n'était pas due à notre peur, pardonnez-moi, je la reprends. La peur de l'islam en Europe n'est-elle pas due à la peur de perdre notre identité? Qu'en pensez-vous, Ali Laïdi? Vous voyez qu'il y a voilà, oui, est-ce que vous pensez qu'il y a une crispation, bien entendu, identitaire, française, néerlandaise, face à une religion perçue comme... C'est vraiment avoir une pitoyable image de la grandeur des civilisations européennes que de croire que des milliers de musulmans vont remettre en cause des centaines d'années d'histoire. Et ça, c'est un discours qui ne date pas de la problématique terroriste, un discours qui avait eu lieu du côté de l'extrême droite en France. Donc moi, je ne crains pas, en effet, que l'identité européenne soit débordée par l'identité musulmane. Merci beaucoup les uns les autres d'avoir participé à cette émission. Merci à Roland Jacquard qui intervenait en duplex et en direct de Washington. Vous pouvez nous retrouver sur le câble, le satellite, la DSL et la TNT ce soir vers 22h30. Et nous serons bien entendu fidèles au rendez-vous.